Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque une installation de pompe à chaleur hybride, c'est-à-dire pompe à chaleur plus chaudière gaz. Donc tout l'ensemble, c'est du Vaillant, donc pompe à chaleur Vaillant, chaudière Vaillant, donc tout va communiquer ensemble à l'aide d'un bus. Première étape, je vais te montrer à quoi ressemble l'installation aujourd'hui. Donc il n'y a rien qui est fait, on a juste installé un ballon provisoire. On a déjà coulé la dalle, on a déjà plus ou moins mis en place l'unité extérieure. Je vais te montrer, c'est juste qu'on laisse sécher la dalle pour l'instant. Une fois que la dalle sera bien sèche, on pourra mettre en place la pompe à chaleur en lieu et place et réaliser toute l'installation. Donc je te montre à quoi ressemble l'installation actuellement. Allez, c'est parti, on va voir tout ça. Tout le matos est arrivé, donc là on a l'unité intérieure de la pompe à chaleur, on a un ballon d'eau chaude. En fait on va produire l'eau chaude à l'aide de la chaudière, on ne va pas produire l'eau chaude à l'aide de la pompe à chaleur ne va faire que le chauffage. Donc, en fait on a vraiment dimensionné l'installation en mode hybride, c'est-à-dire 60% des déperditions sont calculées à l'aide de la pompe à chaleur et le reste à 40% sur la chaudière gaz. Tout va se retrouver ici, donc là comme tu vois on a installé un ballon d'eau chaude provisoire et là je vais mettre tout ça en place ici. Et juste derrière on a la chaudière, donc là ici on a la chaudière, on la laisse pour l'instant comme ça, elle génère encore le chauffage pour l'instant, comme ça me laisse le temps de faire toute l'installation. Une fois que l'installation sera terminée, on débranchera tout ça et on raccordera ça sur la nouvelle installation. Petit micmac ici qui va être un petit peu galère à reprendre parce qu'on va pas pouvoir casser tout le mur. Bien évidemment je me suis fait des plans. Donc là voilà, une installation bien préparée est déjà à moitié terminée. Donc on a implanté, déjà on a repéré toute l'installation existante avec différents plans. Et là je me suis préparé une installation. Alors il y a des petites ratures mais je voulais faire le point aujourd'hui avant de refaire le plan vraiment nickel. Mais au moins j'ai vraiment bien tout le truc en tête. Donc j'ai une partie qui est là et j'ai une autre partie qui est ici. Avec l'unité intérieure, le ballon tampon, j'ai implanté un peu la régule, j'ai implanté aussi la chaudière, le ballon. Alors ça te parle pas forcément mais ça te parlera beaucoup plus une fois que l'installation commencera à prendre forme. Là aujourd'hui, je vais mettre un panneau d'OSB là pour vraiment avoir un support bien propre et pouvoir me visser un peu partout où je veux. Ça m'évite de mettre des chevilles mollies de partout. Je vais te montrer la dalle qui a été coulée, l'unité extérieure et puis après, écoute, on va attaquer l'installation et puis on fera un point quand l'installation aura bien pris forme. L'unité extérieure est là. On l'a déjà mis sur Uberfoot, on l'avait ramené sur mon petit plateau à roulettes, là je vous en avais parlé en story. Notre petit plateau 4x4 là qui va super bien parce que tu vois avec les cailloux, l'herbe, etc. Plutôt que de la porter, on s'était mis ça sur une petite planche à roulettes qui va bien. Et on a coulé la dalle, voilà, nickel, avec un petit siphon de sol. Alors ça je vous en avais déjà parlé en story. Attention, siphon de sol c'est très pratique. Par contre, il faut vraiment s'assurer que tu aies une sonde de cordon chauffant qui sorte de ton groupe, que je vais pouvoir justement mettre dans le bac rétention d'eau en fait qui fait office de siphon, parce qu'en cas de gel, de gros gel, ton siphon risque de geler et s'il gèle, l'eau ne pourra plus s'évacuer. Donc l'avantage chez Vaillant, c'est qu'il y a un cordon chauffant de 25 cm que tu peux mettre soit dans l'évacuation ou soit que je vais directement mettre à l'intérieur de la rétention d'eau. Donc en fait l'eau qui va stagner ici, je vais mettre mon petit cordon chauffant, ce qui va me garantir le fait que mon siphon ne va jamais geler et que la pompe à chaleur en cas de dégivrage pourra toujours s'évacuer tranquillement. Voilà, on s'est écarté à peu près 10 cm du mur, on a coulé une dalle de 10 cm, on a fait des fondations de chaque côté de 40 cm avec un treillis. Et puis voilà, on a tout lissé bien propre. Là, elle commence vraiment à bien sécher. Tu vois, elle est bien blanche maintenant. Donc voilà, je t'ai montré un petit peu le chantier, à quoi il ressemble aujourd'hui. Je vais me mettre en route, on va mettre tout ça en place. Je vais bien m'imprégner du chantier, bien réfléchir à tout, ne rien oublier. Ça, c'est le plus important. Une fois que tu as tout en tête et que tu as tes plans qui sont bien faits, nickel, après l'installation, elle va rouler. Et ça évite justement d'avancer au fur et à mesure et de final à la fin se dire ah bah mince, le tuyau là il se croise avec celui-là, etc. D'anticiper toutes mes épures, c'est-à-dire que les épures je vais pouvoir le faire le soir en rentrant plutôt que de les faire sur le chantier. Alors j'en ferai certaines sur le chantier. Allez, c'est parti, on se met en route. Bon allez, maintenant on va faire un petit point sur déjà ce qui a été fait.
j'ai passé des gaines un petit peu partout. L'avantage de faire un plan, c'est que tu sais exactement où vont se trouver les choses. Alors tu as toujours des petits aléas. Je vais t'expliquer là tout à l'heure, j'ai un petit aléa, mais on va solutionner le problème. Mais voilà, j'ai passé toutes mes gaines. En fait, toutes mes gaines vont me permettre de passer tout ce qui est alimentation électrique, interconnexion bus. En fait, il y a toujours une communication entre la pompe à chaleur, la chaudière, les prises de sonde, etc. Donc ça, voilà, il faut que je passe des gaines partout parce que j'ai pas envie d'avoir des tubiraux de partout. Après, ce que j'ai fait, comme on est sur du placo, comme on a des montants placo tous les 60 cm, j'ai mis une colle sur le placo, j'ai collé mon panneau de bois. Là, le fait d'avoir un panneau de bois va vraiment m'aider énormément en termes de rapidité. J'ai mis une boîte de dérivation ici pour la connexion du 6 mm carré de l'unité intérieure. Voilà, j'ai 4 vis à mettre, ça prend 5 minutes. Ça prend même pas 5 minutes, ça prend 3 secondes. On a commencé à préparer le tableau électrique. Donc là, on a mis un tableau 13 modules. 13 modules, pourquoi? C'est parce que ça me fait gagner, j'ai de la place dedans. Parce que quand tu mets un tout petit tableau, c'est pas toujours évident de passer tous tes câbles. Après, je vais avoir une interconnexion ici. J'ai des barrettes phase neutre plus terre que je vais ramener sur le tableau pour ramener l'alimentation. Un disjoncteur différentiel, les disjoncteurs dédiés pour l'unité intérieure et extérieure. Donc j'ai une alimentation 32 ampères pour l'unité intérieure et une alimentation 20 ampères parce que c'est un groupe de 6 kg, donc c'est en 2,5 pour l'unité extérieure. Donc après on a les tubiraux qui montent, passe le long ici. J'ai profité de la trappe ici qui est là pour accéder à l'alarme en fait, qui est juste au-dessus mais qui prend pas énormément de place. Il y a une énorme trappe. L'avantage c'est que j'ai fait mes trous et j'ai passé mon alimentation de l'unité extérieure ici. J'ai percé à travers, j'ai mis la coupure de proximité que je vais te montrer et j'ai descendu le 6 mm carré. Alors pourquoi je l'ai pas attaché, tu vas comprendre après. Qu'après on va attaquer les liaisons frigo. Ici on a l'unité intérieure de la pompe à chaleur. On a notre bouteille de mélange, le ballon en attente qui est ici, donc je vais le laisser en place pour l'instant et je vais pas poser la chaudière et le ballon parce que si je pose la chaudière et le ballon maintenant, je vais avoir une contrainte pour travailler à ce niveau là. Je préfère me laisser place nette ici pour pouvoir travailler plutôt que de me mettre les deux modules tout de suite et d'être contraint par la place. Après, ce qu'il faut que je fasse ici, c'est que je fasse mes percements à cet endroit là. Donc je pense que je vais passer ici. Quand on enlèvera la chaudière, on récupérera des parts retour à cet endroit là, plus le gaz qui arrive ici. Donc il faut que je remonte le gaz et que je récupère des parts retour pour alimenter le tout ici. La petite particularité, c'est que je voulais sortir ma ventouse de chaudière ici et je vais t'expliquer dehors pourquoi je vais pas la sortir là au final. J'étais prêt à le faire et puis après justement grâce à mon transpointeur de chez Hilti là, en fait c'est un appareil que tu poses devant ton trou, tu vas de l'autre côté du mur et ça te permet de reporter ton point de l'autre côté du mur, tu sais exactement où tu vas tomber. Avant d'aller dehors, j'ai fait aussi mon percement pour les liaisons frigo. Donc là on sort déjà dehors, donc je mets ça pour éviter qu'il y ait trop de courant d'air. Je me suis réglé pour tomber, tu vois, à la hauteur de ma sortie de pompe à chaleur, que je sois vraiment en face de mes liaisons frigo. Tout est disponible sur mon site internet, sur le site internet en fileton bleu. Tout l'outillage que j'utilise, si ça t'intéresse, le transpointeur, tu auras toutes les références, tu trouveras ton bonheur sans aucun problème. Donc ce que je voulais surtout t'expliquer, c'est que tu vois, c'est qu'à l'aide du transpointeur, si je sors ici, le gros problème c'est que si mon unité extérieure se retrouve là et qu'elle tourne en même temps que la chaudière tourne, la fumée serait aspirée par le ventilateur et passerait dans la batterie. Le souci de ça, c'est que les fumées de chaudière à condensation sont acides. Si la pompe à chaleur aspire au niveau de l'évaporateur les fumées, on risque d'avoir une corrosion au niveau de l'évaporateur, donc de la batterie sur l'unité extérieure. J'ai appelé Vaillant pour vraiment être sûr, mais j'avais vraiment un gros doute et j'ai bien fait de les appeler. C'est que normalement ils disent à minimum faut être à 60 cm d'un groupe et même sans ça, il y a toujours des risques que les fumées soient aspirées. Donc on va pas du tout prendre ce risque là. Donc il y a deux solutions, soit je sors en toiture ici, soit je sors, faut que je voie avec le client, soit je sors sur l'ancienne sortie de fumée. La seule chose c'est que ça ferait un tuyau en apparent. Comme je t'ai expliqué, la coupure de proximité qui est ici, donc là on a ramené l'alimentation ici, donc j'ai percé toujours un peu en biais, tu vois, tu perces toujours comme ça. Si jamais même tu as de l'eau qui arrive sur ton câble, faut pas percer vers le bas parce que sinon ton eau elle va suivre ton câble et tu risques d'avoir des infiltrations. Donc toujours percer en biais dans le sens inverse de l'eau, comme ça tu es sûr que tu n'auras pas d'infiltration. Donc là voilà, je l'ai prééquipé, je l'ai monté. Là j'attends vraiment d'installer mon unité extérieure pour sortir mon deuxième câble qui va rentrer dans la goulotte va passer ici. Je vais faire rentrer mon câble dans la goulotte avec mes liaisons frigo et je vais sortir au niveau de ma
ma connexion extérieure. Donc maintenant, je vais commencer à équiper la bouteille de mélange et je vais commencer à préparer la sortie de mes liaisons frigo parce que je dois tout cintrer. Une fois que j'aurai fini ça, je vais surtout t'expliquer pourquoi je fais tout le tour de mon unité extérieure avec mes liaisons frigo. C'est qu'il y a un intérêt, mais je t'expliquerai ça juste après. Bon voilà, liaison passée. Donc là tu vois, moi ce que j'aime bien c'est tout cintré. Comme ça je suis à ma cote, nickel. Alors même si les liaisons elles sont jamais ultra droites, voilà, ça permet de faire un truc propre. Alors pourquoi je suis passé de là à là pour revenir là? En fait c'est tout simple, c'est que si j'avais fait de là à ici, et en fait le problème c'est que j'aurais eu moins de 3 mètres entre mon unité intérieure et mon unité extérieure. Et le minimum de chez minimum sur l'unité entre l'unité intérieure et l'extérieur c'est 3 mètres. Donc là l'avantage d'avoir fait ça, c'est que maintenant j'ai à peu près 6 mètres. Là ce que tu as vu c'est qu'en fait j'ai pris mes cotes de là à là, de là à là, de là à là jusque dehors. J'ai rajouté un petit peu plus, j'ai coupé ma longueur. Après je dénude l'isolant, donc là comme tu as pu voir j'ai dénudé à certains endroits l'isolant pour pouvoir cintrer, et au moins après je renfile l'isolant nickel, je le rescotche à la jonction et au moins ça me permet de faire tous mes cintrages, et au moins quand je mets tout en place c'est nickel. Après le 3/8 j'aurais très bien pu le faire à la main, mais à la main je trouve que c'est pas super propre. Autant le gros, tu vois, si je le fais à la cintreuse, je préfère faire le petit aussi à la cintreuse, comme ça c'est beaucoup plus propre, et au moins quand je l'enfile je suis sûr d'être pile poil à la cote. Et l'avantage tu vois c'est que là j'ai pu passer mon 6 carrés, hop, derrière, ici, tac, ici. Donc là j'ai fait ma jonction phase neutre elle est faite. Ici j'ai oublié, généralement je voudrais mettre un wago de 3 sorties qui va me permettre de faire ma liaison équipotentielle entre mes tuyauteries. Donc je vais faire une liaison équipotentielle entre mes liaisons frigo et puis sur les tubes ici, comme ça j'aurai une liaison équipotentielle nickel avec un 6 carré et ce sera tout bon. Et au niveau de mon arbalète, donc là c'est pareil hein. L'outillage il est pareil sur le site en fileton bleu, et en fait ce que je fais pour être à la cote c'est que je me trace des repères, parce que sur la cintreuse Javac il y en a pas. Donc en fait je prends mon axe et j'enlève, donc je mets un diamètre à gauche, un diamètre à gauche. En fait le 5/8 c'est à peu près du 16, donc en fait je trace par rapport à l'axe, je trace 16 mm d'un côté, 16 mm de l'autre. Et par exemple si je prends ma cote à gauche, je mets mon trait à droite. Si je prends ma cote à droite, je mets mon trait à gauche, et là t'as parfaitement ta cote nickel, et ça va tout seul. Donc franchement moi j'aime bien, au moins je fais tout à la cintrette. En plus l'avantage de celle-ci c'est que elle est multiposition, c'est-à-dire que tu peux avoir le galet qui pousse comme ça ou le galet à l'envers qui pousse dans l'autre sens. Alors là j'ai pas forcément l'utilité, mais tu auras forcément l'occasion de le voir en story quand je l'utilise. Mais c'est vraiment une très bonne arbalète. C'est Javac qui fait ça, et franchement elle est vraiment multiposition et t'es vraiment jamais embêté pour cintrer ton tube. Donc ça, un gros avantage. Franchement celle-ci elle va vraiment super bien. Que je t'ai montré tout à l'heure,
c'est qu'il faut bien pincer ces tuyauteries. Surtout ne laissez pas à l'air libre. Bien pincer toujours ces tuyauteries. Une fois que tu as coupé ton tube, tu pinces ta couronne, tu pinces ton tube que tu vas mettre en place. Toujours comme ça, tu es sûr de ne pas avoir d'impuretés qui rentrent dedans. Et pareil, quand je fais mes dudjons, c'est pour ça que j'ai fait le dudjon. Celui-ci, je l'ai fait en premier. Et celui-ci, je l'ai fait sur place. Mais comme tu as pu voir, je l'ai décintré pour avoir la tête vers le bas et pouvoir les bavurer. Comme ça, les limailles ne rentrent pas à l'intérieur. Si je l'avais bavuré dans ce sens-là, les limailles seraient tombées à l'intérieur. Et c'est vraiment pas bon du tout. Et c'est vraiment pas bon d'avoir des limailles dans le tube parce qu'après, ça va repartir dans ton groupe extérieur et ça risque de te foutre le bordel et de te créer des pannes. Donc ça, soyez très vigilants au niveau de la limaille de cuivre. Surtout, soit vous faites votre dudjon avant. J'ai fait le premier dudjon, je l'ai fait par terre en ayant la tête en bas sur le 5/8 parce que je savais que le 5/8 j'aurais galéré à le redresser pour les bavurer, mais celui-ci j'ai aucun mal à le positionner. Comme ça, j'ai bien tracé mon trait où je devais l'avoir. Je l'ai cintré la tête vers le bas, je l'ai bavuré, le petit dudjon, et puis après je l'ai resserré. Donc là, forcément, après je vais faire mes serrages à la clé dynamométrique pour avoir mon bon couple de serrage. Donc là maintenant on va passer à l'étape suivante, je vais équiper toute la bouteille de mélange. Donc je vais mettre mes réductions, mes raccords, mon purgeur, ma vanne de vidange, enfin je vais tout mettre en place. Je vais commencer à prémonter mon circulateur pour avoir mon départ retour de l'installation et après je vais attaquer, une fois que j'aurai fait tout mon équipement, en fait mon équipement de bouteille va me permettre de faire mes repères au niveau de mes tuyauteries, de pouvoir prendre toutes mes cotes et commencer à faire les raccordements. Et une fois que j'aurai tout équipé, je pourrai faire mes percements directement, comme ça je suis sûr de tomber bon. Bon alors là tu vois, petit truc à savoir, c'est que quand tu as fini de souder, je te conseille vivement de mettre un petit coup d'éponge humide pour justement que ton étain, enfin que le décapant de l'étain continue à agir sur le cuivre. Une fois que tu as fini de souder, alors tu peux le faire après que tu aies fini toutes tes soudures, hein, c'est pas gênant, mais je te conseille vivement de mettre un petit coup d'éponge humide partout là où tu as soudé pour enlever tout le surplus de décapant qu'il pourrait y avoir et qui pourrait en fait faire un peu un verre de gris qui pourrait continuer à attaquer ton cuivre. Voilà, une fois que tu as fait ça, hop, hop, tac, et voilà. Bon là tu t'inquiètes pas, ici j'ai encore un filtre à tamis à mettre, c'est pour ça que j'ai mis un GCU là pour l'instant pour maintenir ma barre, mais au moins ça me permet d'avancer, mais je l'ai pas. Quelques raccords qui me manquent, il faut que j'aille les chercher demain, et voilà, ça tu t'inquiètes pas, mais au moins ça me permet d'avancer, tout est prêt, là j'aurais plus qu'à incorporer ici mon filtre à tamis, je recoupe mon cuivre, et au moins c'est fini, mais au moins toute cette partie-ci, je peux continuer à avancer.
Tiens, j'en profite là pendant que je suis en train de faire ça, tu vois, y en a pas mal qui me disent pourquoi tu soudes à l'étain, quel est l'intérêt de souder à l'étain, enfin qu'est-ce que tu trouves bien pour toi de souder à l'étain, parce qu'après ça c'est propre à chacun, brasure forte, brasure tendre, peu importe. Moi je vais t'expliquer pourquoi j'aime bien. Pourquoi j'aime bien, c'est que déjà en termes d'esthétique, on est vraiment quand même beaucoup plus propre qu'une brasure forte. Une brasure forte, le cuivre il devient tout de suite noir et tout, c'est une galère. Tu peux souder proche d'un isolant, tu peux souder proche d'un raccord qui est déjà, par exemple, qui a déjà du chanvre. Tu vois, si par exemple ici j'avais un chanvre de 10 cm plus loin, je voudrais ressouder un raccord, bah je peux souder sans souci, j'ai pas de risque de trop chauffer mon chanvre. Quand j'ai un isolant, je peux le rétracter sur 10 cm, le serrer avec un coupe-tube et pouvoir souder mon GCU sans brûler mon... Parce que même la chaleur qui va remonter ne brûlera pas mon isolant. Donc voilà, j'y trouve plein d'avantages par rapport à ça, et c'est surtout, là par exemple ici, c'est l'exemple type, c'est que le gros avantage que moi j'ai à souder à l'étain, c'est que je garde ma rigidité du tube. Donc c'est-à-dire qu'il y a une partie esthétique, mais il y a aussi une partie de rigide. C'est-à-dire que là, je suis soudé avec un GCU, si j'avais soudé à la brasure forte ici, là tu appuies légèrement dessus, ton tube tout de suite il est tellement recuit qu'en fait il n'a plus du tout de rigidité, le fait d'être soudé à la brasure forte. Donc ça devient un peu du chewing-gum. Et moi j'aime pas ça. J'aime beaucoup aussi le fait que ce soit très esthétique. Tu vois, même si tu as un cuivre apparent, après moi je vais tout isoler, mais si tu as un cuivre apparent pour je sais pas, de l'eau froide ou des choses comme ça, où tu fais des cintres et tout propre, bien astiqué, franchement ça fait super clean. Donc là en fait ce pot à bout là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer toute... là on est sur le retour réseau de chauffage, donc retour radiateur, on n'a que des radiateurs. Ici dans ce pot à bout là, on va récupérer tout ce qui est partie ferreuse, tout ce qui est partie organique. Et potentiellement, s'il y en a quand même qui arrivent à passer à travers ce filtre là, il y a la décantation qui va se faire aussi au niveau de la bouteille de mélange. Et si jamais encore il y a quelque chose qui passe, on aura notre filtre à tamis là que je vais mettre en place ici. Donc voilà. Vraiment triple protection, c'est-à-dire qu'on a le pot à bout qui va faire vraiment le 95% de l'efficacité pour récupérer tout ce qui pourrait être boue ferreuse, boue organique. Si vraiment il y en a qui passent, il y aura forcément une décantation en bas de bouteille, d'où l'intérêt de mettre une vanne de chasse pour chaque année mettre un petit coup de chasse pour tout ce qui aurait pu se décanter en bas de bouteille. Et si vraiment, par exemple quand tu as un circulateur qui redémarre ou des choses comme ça peut te faire un remous dans la bouteille de mélange, et donc de ce fait il peut y avoir, s'il y a des impuretés ici en partie basse, des impuretés qui pourraient repartir sur l'échangeur justement en frigo de l'unité intérieure. Et comme c'est un échangeur, la surface d'échange elle est très serrée pour justement que ce soit le plus efficace possible. Mais le problème de ça, c'est que si jamais tu as des particules qui arrivent à passer et qui arrivent à repartir dans ton échangeur à plaque ici qui est à l'intérieur, tu pourrais boucher ton échangeur à plaque ou partiellement. Donc là en fait on sécurise le tout en mettant un filtre à tamis. Donc là ici je vais avoir une vanne, filtre à tamis, une vanne. De toute façon je te le montrerai une fois qu'il est installé. Et l'avantage c'est que voilà, on s'assure d'avoir zéro problème. L'installation là qui est actuellement là en train de tourner, on a déjà fait un rinçage hydropneumatique, donc on envoie de l'eau et de l'air comprimé. Donc de là on a chassé tous les radiateurs, on a enlevé le plus gros. De là on a remis en eau, on a remis du MC3+, donc un désembouant dans l'installation, et on a remis l'ancienne chaudière en route. On n'a pas mis de filtre pour récupérer quoi que ce soit parce que c'est l'ancienne chaudière, elle va partir après. Mais au moins on a mis un produit qui va dissoudre ce qui aurait pu rester dans les radiateurs. Comme ça, avant de mettre en service et de reconnecter la nouvelle chaudière, la nouvelle pompe à chaleur, on fera un rinçage complet de l'installation des radiateurs existants. Il y a vraiment un global de tout, c'est-à-dire que il faut que tu aies des filtres, il faut que tu aies des pots à bout, mais il faut surtout que tu aies nettoyé ton installation. Tu peux mettre la meilleure machine du monde, si tu n'as pas tes émetteurs qui sont bien nettoyés, ça ne fonctionnera pas et tu ne feras pas d'économie. Donc ça doit être aussi dans votre devis. Quand vous faites des devis d'installation de chauffage, de poste de pompe à chaleur, de chaudière, de quoi que ce soit, il faut obligatoirement rincer, nettoyer l'installation, utiliser des produits chimiques, rinçage à la multipouche, peu importe en fonction de l'état de l'installation, mais il faut vraiment nettoyer le réseau et les émetteurs.